Salut les amis, alors aujourd'hui je démarre une série de vidéos avec un sujet assez tendu. Bon, tu l'as vu dans le titre, le véganisme, et tu as pu voir dans le titre également que j'ai un avis assez tranché sur la question. Bon, je t'annonce tout de suite, c'est pas un effet de style dans le titre pour annoncer après que je suis vegan, pas du tout, pas du tout. Non, je suis pas vegan, je ne serai jamais vegan. Sincèrement, je n'adhère pas du tout à l'idéologie. Et vous allez me demander, pourquoi tu fais des vidéos sur le sujet? Alors c'est parce que comme je m'intéresse aux alimentations alternatives, à force de cliquer sur les vidéos sur YouTube, de regarder un peu à droite à gauche, ma page d'accueil YouTube, tu sais, avec les recommandations, c'était une recommandation de véganisme, quoi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec une chier de vidéos, comment être vegan, qu'est-ce que le véganisme, je suis devenu vegan, on va sauver le monde avec le véganisme. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe, je vais m'intéresser au sujet et je vais voir ce que j'en pense. Bon, j'en ai tiré une conclusion très claire, c'est que je ne serai jamais vegan de ma vie. C'est clair et net, je n'adhère pas du tout à l'idéologie. Et par contre, je dis bien à l'idéologie. Je n'ai absolument rien contre les véganes en tant qu'individus. Il y a une pluralité, je pense, de personnes dans le véganisme, comme il y a une pluralité d'individus dans l'omnivorisme. L'omnivorisme, ça va du connard qui bouffe de la barbaque tous les jours et qui va chasser l'éléphant en Afrique à Pierre Rabhi. Tu vois, on fait partie du même club, mais on n'est pas les mêmes adhérents. Tu vois, bon, je pense que le véganisme c'est la même, donc je ne vais pas clasher des personnes qui ont dit ci, qui ont dit ça, qui font ci, qui font ça. Je vais vraiment parler de l'idéologie végane et d'essayer d'expliquer à travers un raisonnement qui à mes yeux est logique, en tout cas qui rentre dans ma logique et dans mon paradigme, pourquoi je n'y adhère pas. Tout ça sans volonté d'être agressif. Alors je peux certaines fois dire, certains végans disent que, des végans pensent que, mais c'est juste pour étayer un peu mon argumentaire, ma vision des choses, parce qu'il y a quand même des idées globales, des courants de pensée que l'on retrouve chez de nombreuses personnes. Voilà. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos de youtubeurs, français et non français, j'ai fouillé pas mal de sites internet véganes, j'ai lu 2 livres corrélés au véganisme. Non, j'ai vraiment essayer de plonger dans le sujet d'une manière neutre, même si on ne l'est pas totalement, jamais, et voilà, et d'en tirer des conclusions. Donc je pense que ça peut être intéressant. À la base, je voulais faire une seule vidéo qui renferme tous les sujets, mais c'est trop long. J'ai pas assez de temps pour faire une vidéo complète, ou en tout cas ça m'aurait pris 1 ou 2 mois à coup de 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Je vais donc faire, parce que c'est plus pratique pour moi et je pense que c'est plus pratique au visionnage, des vidéos courtes où je vais traiter à chaque fois un petit sujet. Donc voilà, aujourd'hui c'est le premier épisode de la série Je ne serai jamais vegan, avec pour sujet l'homme est-il herbivore? Sujet très intéressant au demeurant. Are you aware that physiologically, the human body is actually 100% herbivorous? Plant eaters. Non, je savais pas. Je sais que j'avais dit à 1 minute que je clasherais pas des véganes, et Gary Yourofsky c'est l'exception. C'est pas grave, le mec est en Amérique, il n'entendra jamais parler de moi, un petit youtubeur français qui a pratiquement pas d'audience, ça devrait aller. Je peux pas laisser passer ce gars et ne rien dire sur ce type, parce que quand je vois le nombre de personnes, de véganes, qui affirment, fièrement en plus, c'est ça qui est dommage, qu'ils sont rentrés dans le véganisme grâce à la conférence de Gary Yourofsky, sincèrement ça me fait de la peine. Je sais pas si ce type est un psychopathe, un débile profond, ou un malhonnête. Alors comme j'ai pas réussi à trancher, je dirais que c'est un psychopatho-débilo malhonnête, parce que c'est pas possible de déblatérer autant de conneries avec un débit de parole aussi élevé comme ça là, sans sourciller. Je pense qu'il a tellement envie de rallier du monde à sa cause qu'il est prêt à utiliser tous les moyens, dont le mensonge et l'imposture. C'est pas possible autrement. Voilà, scientifiquement ça ne tient pas la route. Je vais pas perdre mon temps à débunker la conférence de Yourofsky. D'autres l'ont fait avant moi. Sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de l'analyse de la conférence par les types de la tronche en biais, qui font des trucs très sympas, les mecs de la tronche en biais. Donc prenez le temps de lire, c'est très intéressant. Et sinon, pour répondre un peu à la question, l'homme est-il herbivore? Alors il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur internet, qui font de l'anatomie comparée du coup, et qui vont, d'ailleurs Gary le fait dans sa conférence, ici tout un tas de caractéristiques qu'on devrait avoir si on mangeait de la viande. Bon, ici des caractéristiques de spécialistes de la viande, de créatures qui ne mangent que de la viande. Donc forcément, nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes des créatures à dominante végétale. Et comment on sait qu'on est à dominante végétale? Déjà, il suffit de se comparer à nos cousins les plus proches. Je parle des grands primates, que ce soit le bonobo, le chimpanzé. Voilà, il suffit de regarder ce qu'ils mangent et tu peux déjà avoir un indice. D'ailleurs, on trouve sur pas mal de sites
végétarien, un tableau. Je ne sais pas ce que vaut le tableau, mais c'est intéressant parce qu'à un moment dans la conférence, justement, Gary nous explique que nous avons la longueur des intestins des herbivores qui est de 7 à 12 fois la longueur du tronc et les carnivores c'est 3 à 7 fois, donc ça démontrerait que nous sommes herbivores. The length of our intestines are somewhere between 7 to 13 times the length of our torso, our trunk. That's the same length of all herbivore animal intestines on this planet. They're very long. But the length of the intestines on real meat eaters, hyenas, coyotes, bears, tigers and lions, only 3 to 6 times the length of their torso. Or, quand tu regardes ce tableau, je vais l'incruster dans l'image en post-production, je maîtrise les logiciels de montage, on peut remarquer que la longueur de nos intestins se rapproche plus de la longueur des carnivores, encore plus d'ailleurs des omnivores, que des herbivores, qui est à 30 fois la longueur du tronc. Quelque chose qui se garde bien de dire dans sa vidéo, je trouve ça marrant. Ce genre de tableau, on peut le lire un peu comme on veut, hein. Mais ce qui est sûr dans ce tableau, c'est qu'on peut remarquer quoi? Qu'on a exactement les caractéristiques de nos cousins les grands primates. Et que consomment nos cousins les grands primates? Eh bien, ils ont un régime alimentaire à dominante végétale, c'est non discutable, mais ils consomment des œufs, des insectes, des vers, des oiseaux, des petits gibiers. Donc, moi je dis, à partir de là, en faisant cet état de fait, qu'il est peu probable que l'alimentation végane soit l'alimentation physiologique des êtres humains. Il y a de fortes chances que nous ayons besoin de produits animaux. D'ailleurs, l'anatomie comparée a ses limites, hein. Je vous citerai par exemple le panda, qui d'un point de vue totalement physiologique est un carnivore pur, mais qui dans le monde réel ne consomme que des feuilles de bambou. Parce que c'est là que s'arrête l'anatomie comparée, c'est que ça peut te donner tes indices sur l'alimentation de l'animal, mais ce qui va venir valider ta théorie, c'est l'observation de l'animal dans son habitat. Et lorsqu'on observe l'être humain dans son habitat naturel, on a encore des peuplades, hein, comme les Amérindiens, comme des tribus, comme les Maasai, comme les, je sais pas moi, il y a les nomades mongols, il y a plein de monde, hein, qui vit encore très proche de la nature, très intégré à la nature. Pas une seule de ces peuplades n'a un régime alimentaire exclusivement végétal. C'est impossible de se sustenter de végétaux uniquement. Voilà. Physiologiquement, l'être humain a l'obligation de consommer des produits d'origine animale. Et je ne dis pas qu'il a l'obligation de consommer de la viande, attention, hein. Je sais être nuancé dans mes propos, hein. On peut également débattre de la quantité de ces produits. Néanmoins, affirmer que l'homme a une alimentation physiologiquement 100% végétale comme l'auraient ses cousins grands primates, c'est un mensonge éhonté, ou alors c'est une fermeture d'esprit, on se met des œillères et on rêve d'un monde idéal où ce serait vrai. Et malheureusement, ça l'est pas. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est ce que j'appelle la dissonance cognitive végane. Alors je sais que de nombreux véganes aiment bien affirmer que les omnivores sont dissonants parce qu'ils disent aimer les animaux et que ça leur fait de la peine de voir un animal mourir. Pour moi, c'est pas de la dissonance, hein, c'est un verrou de sécurité pour perpétuer la vie, pardon. Parce que tu te doutes bien que déjà, quand tu vois l'état de la planète et la manière dont on traite les animaux, sachant que le sang nous écœure, que les faire souffrir nous écœure, que donner la mort à un animal nous écœure, je me dis, si on prenait plaisir à tuer un animal, ça fait belle lurette qu'il n'y aurait plus un seul animal sur Terre. Donc pour moi, c'est pas de la dissonance, hein, c'est juste un verrou de sécurité de l'évolution. Après, chacun son avis, chacun son opinion. En revanche, refuser d'accepter que l'homme n'est pas 100% vegan et qu'il a l'obligation de consommer des produits d'origine animale, pour moi c'est de la dissonance. Et cette dissonance, on la retrouve à travers une sorte de légende urbaine végane, je l'appelle comme ça. C'est celle qui consiste à expliquer que la B12, si on ne la retrouve que dans les produits animaux et pas dans les produits végétaux, c'est parce que à cause des pesticides, de l'agriculture intensive, de la pollution des sols, les aliments d'origine végétale ne contiennent plus la B12 et que finalement, théoriquement, sur un sol pur, dans un écosystème préservé, en laissant, parce que la théorie, attention, elle est puissante, c'est que la B12 se trouve dans des bactéries, est produite par des bactéries qui se retrouvent dans le sol. Donc l'idée, c'est pas que cette B12 va rentrer dans le légume racine, c'est que si tu le nettoies pas trop, en les mangeant tel quel, tu peux obtenir ta B12. Bon, ça, pour moi, ça relève de la légende urbaine, ça ne repose sur rien scientifiquement et ça relève de la dissonance cognitive. Qu'est-ce que la dissonance cognitive? C'est-à-dire que tu as un idéal de vie, une vision du monde qui te plaît, hein, à laquelle tu adhères, dans laquelle l'homme est totalement vegan, il n'a absolument pas besoin de produits animaux et malheureusement, dans le monde réel, ça ne marche pas.
Dans le monde réel, ça ne fonctionne pas. Et donc, pour pouvoir solutionner cette dissonance, tu vas essayer de rajouter un agent extérieur dans l'histoire pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, c'est parce que l'industrie agroalimentaire nous a flingué les sols, voilà, on ne peut plus avoir la B12 dans les végétaux. Historiquement, c'est faux. Hein. Et là, je vous invite à aller regarder attentivement et lire les pages. Je mets tous les liens de toute façon sous la vidéo parce que voilà, c'est important de donner des sources de réflexion à tout le monde. Je vous invite à aller lire les articles que je mets en lien qui viennent du site vivelab12.fr, qui est un site pour moi de référence. C'est un site totalement vegan et je respecte vraiment le travail qu'ils font parce que voilà, ce sont des personnes 100% honnêtes pour moi. Ils disent clairement les choses telles qu'elles sont et ils ne vont pas tourner autour de légendes urbaines. Il faut savoir que historiquement, le véganisme s'est toujours cassé les dents sur la réalité. Il y a un lien du coup qui s'appelle les leçons du passé et qui fait un historique des véganes dans l'histoire. Ceux qui se sont lancés dans le véganisme avant la synthétisation, la production de B12 dans les laboratoires. Il faut savoir que la B12, parce que je me suis enflammé sur le sujet, j'ai pas dit ce que c'était. C'est une bactérie, c'est une vitamine du groupe B fabriquée par une bactérie intestinale qu'on ne retrouve que dans les produits animaux, que ce soit la viande ou les produits dérivés. Et on ne la retrouve pas dans le monde végétal, ou en tout cas elle n'est pas active. Ce sont des vitamines analogues, ça y ressemble, mais ça n'est pas de la B12. Donc avant la découverte de la B12, je crois que c'était le laboratoire Merck, si je dis pas de bêtises, des personnes se sont lancées dans le véganisme. Les premiers répertoriés en France, d'ailleurs l'article est très intéressant, hein, je t'invite à le lire, s'appelait Maurice, je dis pas de bêtises, de toute façon je l'ai là sur l'ordinateur, j'ai pas mis l'ordinateur que pour la déco, hein, attention, hein, je m'en sers, s'appelait Maurice Kay, surnommé Agamemnon, et Lucille Franck, ils n'ont pas survécu plus de 3 ans. Le consortium socialiste d'Alcott House a si rapidement périclité qu'il n'a même pas participé à la fondation de l'association ovo-lacto-végétarienne britannique en 1847. Bien avant la découverte de la vitamine B12, les symptômes d'une carence en vitamine B12 ont été décrits en France au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on savait déjà à l'époque que ne s'alimenter que de végétaux, ça conduisait à une mort certaine. C'était quasiment inévitable. C'était inévitable. Les seuls qui s'en sont sortis, ils le disaient eux-mêmes sur le site, c'est ceux qui sont retournés à des produits laitiers ou peut-être qui ont consommé des œufs, qui sont retournés en fait à un régime ovo-lacto-végétarien, puisque cette association-là fonctionnait très bien. Donc je vous invite vraiment à lire l'article. Et du coup, ça répond à la légende urbaine végane dont je te parlais il y a 2 minutes. C'est-à-dire que il faut savoir que les pesticides dans l'industrie agricole sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. C'est le recyclage des gaz de combat. Ça, c'est Gilles Lartigot qui dit ça, je le récupère chez lui. Si c'est faux, voilà, je l'ai entendu chez Gilles Lartigot, c'est pas moi. Donc, à cette époque-là, dans le 19e, tout était bio. Tout le monde mangeait bio. C'était normal de manger bio. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire je mange bio, on devrait dire je mange. Et ceux qui ne mangent pas bio, on devrait dire je mange chimique. Ça serait plus dans l'ordre des choses. Donc ces personnes-là qui se sont lancées dans le véganisme et qui se sont cassées les dents sur la réalité, mangeaient totalement bio. Ils mangeaient des produits les plus sains que tu puisses trouver. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils mangeaient, mais on peut se douter qu'ils mangeaient des céréales, des fruits et des légumes. Ça paraît plutôt logique. Le véganisme, c'est toujours casser les dents sur la réalité. Et ça, bon voilà, c'est non négociable. Hein. Il y a un très bon article aussi que je vous rajouterai toujours sur le site vivelab12.fr qui fait le comparatif entre le système digestif des herbivores authentiques et des êtres humains. C'est très intéressant, c'est très honnête. J'avais remarqué quoi d'ailleurs que j'avais apprécié. Oui, voilà, ils disent des phrases très intéressantes. C'est par exemple la découverte de la vitamine B12 en 1948 n'a toutefois pas immédiatement permis de remédier à la situation. Encore fallait-il surmonter la barrière psychologique parmi les populations concernées, dont la crédulité a été exploitée par des entreprises principalement commerciales, vendre des produits qui ne fonctionnent pas, tels que les germes de blé, la spiruline, le nori, les extracteurs à jus, etc., à grand renfort de comparaison avec les herbivores. Et c'est ça le problème, et heureusement que des sites comme Vive la B12 existent, parce qu'il y a encore des personnes qui font office de porte-parole du véganisme sur le net et qui affirment, qui clament tranquillou que eux ne se supplémentent pas en B12 et que par conséquent tout le monde peut se passer de la B12. Alors c'est extrêmement dangereux d'affirmer ce genre de choses. La plupart des gens qui affirment ça sont soit des menteurs, ça ne peut pas être autre chose, d'accord? Il y a 2 cas, il y a le cas Gary Yourofsky par exemple qui va expliquer que lui ne s'est jamais supplémenté en omettant de dire que dans les produits que tu trouves dans les supermarchés véganes aux États-Unis,
Les 3/4 d'entre eux sont déjà enrichis en B12. Donc, on va dire que dans la pratique, c'est vrai, il n'a jamais acheté de complément de B12. La réalité, c'est que si on le met demain à manger des fruits et des légumes et des pastèques comme ça, sans avoir de produits enrichis en B12, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Gary, il est plus avec nous, hein. C'est terminé. Et après, tu as d'autres personnes qui, eux, mentent, mais il faut oser le faire. C'est-à-dire qu'eux, ils mangent de la viande en traître. Il n'y a pas d'autre explication. La B12 est une vitamine obligatoire. Et heureusement qu'il y a des sites internet comme Vive la B12 qui font ce travail de fond. Parce qu'aujourd'hui, en 2016, bientôt 2017, tu as des gens qui font des carences. Et tu en as plein. Parce qu'ils sont persuadés que ce régime alimentaire est physiologique et qu'il correspond à l'anatomie humaine. Ce qui est faux. D'accord ? Le débat est clos. Donc la première question qui se pose une fois qu'on sait qu'on va devoir se supplémenter toute notre vie en B12, c'est qui produit la B12 ? Enfin en tout cas moi c'est la première question que je me suis posée, qui produit la B12 ? Parce que c'est une entreprise que je vais sponsoriser toute ma vie. Je suis totalement dépendant d'eux à vie. Et l'acte d'achat, c'est un peu un acte militant. Quand tu achètes un produit chez quelqu'un, tu lui dis ne change rien, continue ce que tu fais, il n'y a aucun problème. Donc c'est une question légitime. Alors les infos, on les trouve très rapidement. Il y a 4 groupes qui s'occupent de produire la B12. 4 entreprises, une française, 3 chinoises. Alors il faut savoir que la B12, en 2008, donc là c'est référence Wikipédia, je te mets la source en dessous. En 2008, on produisait 35 tonnes de B12 essentiellement pour les animaux d'élevage. Alors pareil, il y a une deuxième, j'appelle ça une sorte d'argument sophiste balancé par quelques véganes, qui est de dire moi je prends ma B12 lorsque un omnivore ferait la remarque oui mais la supplémentation c'est pas naturel et tout, répondrait en disant oui mais moi je prends des pilules directement, toi tu les prends à travers la viande parce que les animaux d'élevage sont supplémentés en B12. Alors il faut savoir, parce que c'est vrai, c'est totalement vrai, ils sont supplémentés en B12, mais pas parce que on veut sauver la population d'une carence éventuelle en B12, hein, pas du tout. Hein. Les mecs de l'industrie de l'élevage et de l'agroalimentaire, ils en ont rien à foutre de nos lives, hein, comme les mecs des groupes pharmaceutiques. Hein. Tout le monde est là pour faire du pognon. En fait, on supplémente les animaux en B12 parce que ça accroît les facteurs de croissance. Ils grandissent beaucoup plus vite. Un animal qui grossit beaucoup plus vite, ben, c'est plus de pognon à la fin de la chaîne. Hein. C'est tout. C'est juste pour ça. Ensuite, je répondrai évidemment, moi je pêche. Hein. J'adore pêcher, j'ai la mer à 2 km. Et le mois prochain d'ailleurs, je vais prendre des poules. Je vais prendre des poules dans mon jardin, j'ai un très grand jardin, elles seront très bien. Je veux dire, le fond du problème, voilà, les B12 ne se trouvent encore une fois que dans les produits animaux et pas dans les végétaux. Le poisson que je pêche, il n'est pas supplémenté en B12, il y a de la B12 dedans. Fin de la conversation. Ne faisons pas d'arguments débiles, sophistes, fallacieux. Et ne tournons pas autour du pot. Alors effectivement, la majorité de cette B12 est produite pour l'industrie de l'élevage, mais essentiellement pour des raisons financières et rien d'autre. Donc point final sur le sujet de tu prends ton cacheton à travers la viande. Ça n'a aucune espèce d'importance. Je rappelle que ce sont des milliards de personnes sur Terre qui ne dépendent pas du tout de l'industrie de l'élevage. Le monde entier ne vit pas de l'industrie de l'élevage. Ou alors le véganisme ne s'adresse qu'aux occidentaux de centre-ville et n'a aucune vertu d'expansion au niveau mondial. Ça, il faudra faire le choix. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Soit on parle du fond, soit on parle juste d'un épiphénomène civilisationnel occidental. Bref. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, qui je finance? 4 groupes produisent la B12. Alors on a un français, Sanofi Aventis, groupe pharmaceutique qui pèse des milliards, qui est actuellement dans une histoire avec le Depanakin ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Encore un petit coup de post-production après, et puis on est bon. Groupe français pharmaceutique qui, et là c'est cocasse, est dans la liste noire de groupes de défense des animaux. Alors pareil, je te mets le lien sous la vidéo. Je trouve ça assez marrant qu'on puisse se supplémenter en B12 pour faire cesser la souffrance animale en finançant un groupe pharmaceutique qui pratique des tests sur animaux. En fait, il finance une entreprise à côté qui s'appelle Huntington Life Science ou je ne sais pas quoi, pareil, post-production, toujours pareil. Donc voilà, il travaille en étroite collaboration avec un laboratoire qui fait des tests sur les animaux, à peu près 75 000 tests par an. Bon, il faut savoir à leur décharge, je ne suis pas un salaud, qu'un groupe pharmaceutique a l'obligation légale de faire des tests de ces médicaments sur les animaux. Je pense que s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient, ça redorerait un peu leur image. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Quand tu achètes des médicaments, de toute façon, tu finances un groupe pharmaceutique. La différence, c'est quand même de financer à vie ou s'acheter des médicaments à l'occasion pour une situation spéciale. Donc Sanofi Aventis,
dont on connaît les marques. Je pense que les véganes qui sont au courant de ça ne se fournissent pas chez eux, hein, ce serait quand même la moindre des choses. C'est un peu comme au lieu de donner l'argent dans la main gauche, tu la donnes dans la main droite, mais bon, tu payes un peu le même système, la même personne. Et les 3 autres groupes sont des groupes chinois. Alors là, j'ai pas réussi à monter la hiérarchie dans le système capitaliste dans lequel on vit. D'accord ? Où tous les petits groupes, les petits labos, les petits machins appartiennent en général à des super grosses structures. Et tout ceci nous donne une sorte de pluralité d'entreprises et de marques, mais qui n'est que fictive. Ça me paraîtrait assez naïf de penser que ces labos sont totalement indépendants d'un groupe pharmaceutique comme Sinopharm par exemple, ou d'autres groupes pharmaceutiques qui feraient eux-mêmes des tests sur animaux, puisque c'est dans la nature même du groupe pharmaceutique de faire des tests sur animaux. Alors je ne sais pas, donc je ne vais pas affirmer ce que je ne sais pas, mais je trouverais assez naïf de penser que les Chinois, d'ailleurs, qui sont leaders au niveau des droits de l'homme, et je pense encore plus leaders au niveau des droits des animaux, qu'indirectement tu finances pas tout ça. Mais après voilà, ça je suis pas sûr. S'il y a des mecs qui lisent le chinois ou qui se sentent de faire une hiérarchie économique pour retrouver à qui appartiennent ces labos pharmaceutiques, pourquoi pas. Ça me paraît très étonnant que ces labos travaillent en indépendant pour alimenter toute l'industrie de l'élevage mondial. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, moi je trouve ça assez contradictoire en fait, voilà. Mais ça n'engage que moi, hein. Je ne juge personne, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais personnellement, moralement, ça me gêne de financer la vie des groupes pharmaceutiques pour justement avoir la sensation de lutter contre la maltraitance animale, mais la financer indirectement d'une autre manière. Parce que de toute façon, tu finances le même système d'exploitation, le même système économique. Ça, je vais revenir dans d'autres épisodes sur la notion de système, d'écosystème et ce genre de choses. Donc, moi, la question que je me pose là, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions, hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus efficace pour lutter contre la maltraitance animale que financer les groupes pharmaceutiques ? L'homme est-il herbivore? Bon, ben évidemment non, hein. Je peux affirmer sans trembler du menton que l'alimentation 100% végétale ne correspond pas à la physiologie de l'être humain, quand bien même nous devrions avoir une alimentation à dominante végétale. Il y a quand même une obligation de consommer des produits d'origine animale. Et j'ai pas dit de la viande, hein, mais des produits d'origine animale, c'est inévitable. Le monde réel nous le rappelle. Je pense que même les véganes sérieux et honnêtes seront d'accord avec ce que je dis. Et d'ailleurs, je respecte les mecs qui ont un argumentaire honnête, qui peuvent répondre tout de suite. Écoute, moi je sais que c'est pas l'alimentation physiologique de l'être humain, j'en ai rien à foutre. La science, elle me permet aujourd'hui d'être en accord avec ma morale et mon éthique, je fais ce que je veux. Voilà. Moi le mec qui me répond ça, argumentaire en béton, respect. Voilà, j'ai absolument rien à rétorquer à ça. Et je dirais enfin que évidemment, bon, moi ce qui me gêne sincèrement, les raisons pour lesquelles du coup je n'adhère pas au véganisme, c'est que premièrement, ce régime alimentaire n'est pas physiologiquement adapté et que là où j'ai un petit recul de prudence, tu vois, un principe de précaution qui est que je préfère aujourd'hui continuer de consommer les aliments qui me correspondent plutôt que de rentrer dans un régime alimentaire qui sur le très long terme, je ne sais pas ce qu'il apporte. Il faut savoir que la science de l'alimentation et de la nutrition, on n'en est qu'au balbutiement, hein. Ça émerge à peine, on ne sait pas grand-chose, hein. On affirme des choses aujourd'hui, il y a 20 ans on disait le contraire. Je pense aux graisses par exemple, ne mangez pas gras pour pas grossir. Maintenant on vous dit ne mangez pas sucré, mangez des produits gras finalement. Donc voilà, par principe de précaution, je préfère suivre un régime alimentaire qui me correspond. Et enfin, ça me dérange moralement, ça me gêne de financer à vie des groupes pharmaceutiques. Après, chacun voit midi à sa porte, mais pour ces raisons-là, déjà, je n'adhère pas au véganisme. D'ailleurs, dans le prochain épisode, on verra, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour obtenir sa B12 que de financer un groupe pharmaceutique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a été, que personne n'est trop vexé. Et donc, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo sur santédefer.fr. Santédefer.fr. Salut les amis.